Je pense que c'est pas trop mal. Ça va, t'es sûr que tu t'en sors là pour le plan? Ouais, bah ouais. Tu veux pas qu'on appelle Alex? Non, t'inquiète. Hop. Ouais. Bah nickel. Et pour le montage, ça va? Tu penses t'en sortir? Bah pour le montage, ouais, ça va bien se passer. Va bien se passer. Bon. Ok, là le plan est bien. Va bien se passer. Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo du vendredi. Coucou Alice. Coucou Antoine. C'est pas comme si on venait de passer 12 heures ensemble. J'en ai marre de lui. Sans Alex. Et oui, parce que voilà, vous l'avez compris peut-être dans le petit sketch d'intro, mais Alex n'est pas là cette semaine. On va essayer de se débrouiller sans. Oui, il est aussi deg que nous parce qu'il y a des jeux, il aurait grave voulu les présenter. Tout à fait, Voilà, c'est vous allez clair. voir ça. Quoi d'autre à dire? Eh bien, à part que nous sommes en plein réaménagement de la boutique. Voilà, donc là, eh bien, on a terminé tard aujourd'hui, donc le tournage c'est le jeudi soir. On réaménage la boutique, vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux parce que Alice, tu as relayé ça un petit peu partout. Ouais, la boutique est en train de changer. Ouais. On a démonté, remonté des trucs, déplacé des trucs toute la journée. On est super crevés, on n'a pas eu le temps de bosser les jeux. Non, pas trop, non. Et on va essayer de vous donner le meilleur parce que ce serait dommage puisqu'il y a quand même de belles sorties encore cette semaine. Clair. C'est oufissime. Bon là vous voyez pas mais c'est le bazar. C'est pour ça qu'on est ici. Là c'est propre. Quelle illusion. Bon alors on commence. Allez c'est parti. C'est parti. Alors j'ai un truc ici. Hop là. Magnifique, n'est-ce pas? Vous la voyez la préparation? Moi j'allais chercher le jeu là. Non, je l'avais caché. Alors Namidi, dont on vous a fait le focus il y a 5 jours peut-être, dimanche dernier, voilà. Ben, je vais en reparler du coup quand même. Grand jeu de ce Noël, je pense. Hein. Oh, il y a des chances. Grand jeu familial. Parce que grand jeu familial. Voilà, ça va être the référence, du moins pour nous. On va beaucoup vous le conseiller parce qu'on trouve qu'il est génial. Ça va être le grand frère de Tokaido, voilà, où on va retrouver le même système de jeu tranquille, où on va avancer au fur et à mesure de la partie pour collectionner en gros des souvenirs, des objets, sauf que là vous allez avoir plein de mini-jeux dedans. Vraiment, c'est pas juste vous collectionnez des cartes dans le Tokaido. Là, vous allez, eh bien, en fonction des étapes où vous arrêtez, vous allez avoir du prise de risque, stop ou encore, de l'agencement de tuiles sur plateau. Vous allez avoir... on va récupérer des petites cartes d'objectifs, des petites cartes voilà, de pouvoir. Des pouvoirs, des objectifs, toujours les panoramas, ça va pas changer. Qu'il ne faut pas négliger. Ah ouais. Surtout pas. Ouais. Et des petites offrandes au dieu de la mer avec des petits sympa origami. cette petite mécanique. Et il y a l'extension tout de suite qui vient avec Namiji Aquamarine qui justement va principalement impacter sur le tourbillon au milieu du plateau où on lance nos petites offrandes au dieu de la mer pour pas avoir trop de malus. Bah, de toute façon ça se voit, hein, ils ont mis le tourbillon en avant parce que c'est le truc qu'apporte l'extension, même si elle apporte d'autres choses. Mais vraiment déjà l'extension sort en même temps et très sincèrement, moi, ça me choquerait pas d'acheter les deux d'un coup. Non, complètement. C'est vrai qu'on s'est dit, quoi, ils sortent l'extension d'un coup. C'est vrai que c'est un peu inhabituel. On a un petit peu regardé ce qu'elle contenait, cette extension, et on comprend le choix. Nous le comprenons tout à fait. Une ou deux parties comme ça pour se le mettre en main, et puis ça direct nous soucie. Si vous êtes joueur, faut foncer, c'est sûr. Voilà. Donc c'était Namiji. N'hésitez pas à aller voir le focus pour compléter cette explication. Bah oui, carrément, parce qu'il est là pour ça. Bon, je dis quand même vite fait 30 à 45 minutes de jeu. Voilà, 2 à 5 joueurs et à partir de 8 ans. Voilà, c'est bon, j'ai dit les informations officielles. Et quand même, Monsieur Boza à la réalisation et Nayad, mon amour de l'illustration, à l'illustration. C'est bon, j'ai dit toutes mes infos. D'accord. Tu peux attraper autre chose. Volto, Alex a déjà mis sa tête dessus, je viens de voir. Oui. Donc ça fait partie des jeux qu'il aurait adoré vous présenter. Bon alors moi je l'ai découvert, vraiment je me suis renseigné pour pouvoir vous en parler. Je ne l'ai pas vu parce que vous l'avez vu à Vichy, c'est bien ça. D'où le fait qu'Alex était très chaud. C'est Thibaut qui nous l'a présenté, coucou Thibaut. Hello Thibaut. C'est du jeu abstrait, disons-le, un déplacement de case en case sur un plateau. Et il y a une dimension de bluff. Alors je dois avouer que moi j'en suis assez curieux parce que jeu abstrait j'aime bien, dimension bluff c'est encore mieux, ça m'étonne pas du tout que ça plaise à Alex. Et donc en gros, hop là, on va utiliser le petit dos de boîte. Est-ce que je peux vous montrer comme ceci, hein, on va utiliser les moyens mis à notre disposition. C'est mon schlag. Mais non, c'est très bien, on te voit, tu peux faire la présentation à côté de moi en même temps.
Voilà, donc on va avoir comme ceci chacun de notre équipe, nous sommes face à face, on va avoir nos personnages sur lesquels il est inscrit leur type de déplacement, un petit peu comme au shogi en fait. Et donc c'est très simple, et bien quand c'est mon tour, je vais pouvoir déplacer un de mes pions en utilisant le déplacement indiqué. Alors ça va être la plupart du temps soit un déplacement d'une case en diagonale, soit un déplacement d'une case en orthogonale. Il y a les petits soldats qui eux peuvent se déplacer tout droit pour aller manger la pièce en face d'eux, mais c'est tout ce qu'ils savent faire. Il y a les demoiselles et le prétendant. Ouais. Eux, ils peuvent se déplacer dans n'importe quelle direction d'une case. Ce sont les personnages les plus importants du jeu, puisqu'en gros, pour gagner, vous devez soit déplacer votre prétendant traverser le plateau, en fait, tout simplement, l'amener dans le palais adverse. Le palais adverse, c'est sa zone de départ, en gros. Il faut que vous l'envoyiez donc dans la zone de départ de votre adversaire, sans vous faire manger, parce que un des moyens de gagner, c'est de manger le prétendant adverse. Ou alors, si vous mangez les deux demoiselles de l'adversaire, eh ben, vous perdez la partie. Donc, il faut que vous envoyiez vos demoiselles se faire manger, parce que ça fait perdre votre adversaire. Et donc, tout le jeu de bluff, ça va être de faire croire à votre adversaire que votre prétendant est là, alors qu'en fait, c'était une demoiselle. Voilà, tout simplement. Je pense que là, on est sur un jeu qui est quand même très facile à prendre en main. Je vois qu'ils l'ont conseillé à partir de 6 ans. Ça me choque. Ah ouais? Ça me choque pas non plus. 6 ans, enfant joueur. Ouais, 6 ans qui aime les échecs. Un petit peu. Je pense. Oui, voilà. 6 ans qui a un bon. Ou qui est intéressé par les échecs, parce que ça peut être une porte d'entrée vers les échecs, une porte d'entrée vers le shogi. Et c'est un bon moyen d'apprendre le bluff aussi, je pense. Donc ça ne m'étonne pas que ça ait plu à Alex. C'est un beau jeu abstrait. Hop. À 2 et pour 10 minutes. Donc c'est rapido. C'est bien. Il va dans le rayon des jeux à 2. El Voicito, le premier jeu enfant du studio La Boîte de Jeux. Voilà, super peluche à partir de 6 ans. Voilà, 6-10 ans, ils disent, bon, moi je suis plutôt d'avis de jamais mettre de limite d'âge trop vieux, parce qu'on n'est jamais trop vieux pour jouer à des jeux. C'est vrai. Voilà, de 1 à 4 joueurs et 20 minutes de partie. Le but, c'est d'être le premier à avoir réuni, embauché 4 super peluches. Et pour ça, chaque peluche qui vont être au centre de la table vont demander des objets spécifiques que vous allez trouver dans la chambre. Des masques, des gants, des capes, des machins, enfin tout pour être... c'est des super-héros peluches en fait. Exactement. Cool. À votre tour, donc chacun a son petit plateau où vous allez pouvoir ranger les jetons ressources que vous allez récupérer. Le joueur principal, le joueur actif joue les 2 dés, les lance, hop, il a le droit soit de récupérer un jeton de chaque ressource qu'il vient d'avoir. Là, il y avait un masque et une botte. Soit il a le droit de relancer un dé, 2 dés. S'il tombe sur des nuages avec un petit éclair, il n'a pas le droit de relancer. Et en gros, il va prendre les petites ressources et il va les stocker. Et à un moment, il va pouvoir peut-être acheter une des super peluches au milieu parce qu'il a les ressources possibles. Donc il les dépense et il prend la super peluche devant lui. On peut acheter qu'une seule super peluche par tour, même si vous avez assez de ressources pour en acheter plein, c'est une à chaque fois. Voilà, après c'est à peu près tout, c'est juste que, par exemple, si vous avez 2 des nuages, vous avez le droit de les relancer. Donc si vous en tirez un de des nuages, vous pouvez essayer de prendre le risque de relancer l'autre pour avoir un 2e nuage. Voilà. Okay. Voilà, c'était super peluche de la boîte de jeu. Haha, tchou-tchou. Convoyeur express, pas du tout. Convoyeur et train blindé. Je t'ai fait un mix de Colt Express et convoyeur. Tout va bien. Alors, c'est la nouvelle extension de Colt Express, extension qui, comme vous pouvez le deviner à la caméra, a la taille de la boîte de base. C'est une sacrée extension. Pourquoi ? Il y a un 2e train, mes chers amis. Wouh! Voilà, un 2e train et 2 nouveaux personnages. Le nouveau train, c'est le train blindé dans lequel vous allez sauter pour essayer de récupérer des documents super secrets qui en gros ramènent plein de thunes. Et avant la fin de la partie, vous devez être reparti dans le premier train, le Colt Express, parce qu'en gros les 2 trains vont comme ça se croiser et à un moment ils se séparent. Et donc une des grandes différences aussi, c'est que ça se joue en équipe. Voilà, vous jouez en équipe, donc vous allez essayer de vous coordonner entre vous. Vous avez des cartes qui permettent de donner des actions à vos coéquipiers, donc ça c'est plutôt cool. Il faut aussi que vous reveniez sur le train de base avant la fin de la partie, parce que sinon si vous aviez récupéré des trucs, ça ne comptera pas pour le scoring de votre équipe, c'est ballot. Et en plus maintenant vous pouvez jouer jusqu'à 8 si j'ai une bonne mémoire des chiffres, ce qui n'est pas le cas, voilà. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a 2 nouveaux persos, donc il y a Misty et les Twins qui sont des petits jumeaux, voilà. Et en plus, au cas où vous êtes un nombre impair, parce que voilà, faut quand même prévoir, eh bien il y a El Professore qui est un joueur neutre, on va dire. Voilà, ça c'est les grandes différences. Vous avez aussi une infirmerie où vous pouvez vous soigner.
Je suis trop chaud pour y jouer. Ouais, Alex aussi, parce que c'est un de ses, de ses jeux favoris de sa vie. Donc voilà, il est grave chaud, on est tous chauds, on y jouera bien. Two Rooms and Boom, un jeu de Yellow qui rejoint cette gamme que sont les mini-games. C'est un jeu de Alan Gerding et Sean McCoy. Et donc c'est un jeu à identité cachée. C'est un jeu de 6 à 30 personnes. Je relis parce que j'ai peur de me tromper, mais non, c'est bien ça. De 6 à 30 personnes. Évidemment, comme dans tout jeu d'ambiance à rôle caché, plus on est nombreux, plus il y aura de rôles distribués, mieux ce sera. Bon courage à vous pour essayer de jouer à 30. Ceci dit, c'est très malin, le jeu sort avant la période des fêtes. Je pense que si vous avez une bande de joueurs, une bande de potes joueurs ou une famille de joueurs, c'est l'occasion d'en profiter, d'essayer de jouer super nombreux, parce que je pense que c'est pas évident de réussir à réunir 30 joueurs. Ouais. Évidemment, on peut jouer à partir de 6. Donc, en quoi ça consiste? C'est un jeu qui va se jouer en 3 manches timées de 5 minutes. À chacune de ces manches, on va se séparer en 2 groupes, donc dans 2 salles, 2 rooms, and boom. Pourquoi? Parce qu'il y a l'un des rôles, c'est le terroriste, et il y a l'un des rôles, c'est le président. Et au terme de ces 3 manches, le terroriste va faire exploser sa bombe. S'il est dans la même pièce que le président, ça va très mal se passer pour le président. Donc il y a tout un tas de joueurs que ça va faire perdre, en fait, tout simplement. Et donc le but du jeu, ce sera donc d'isoler les 2 joueurs. À chacune des manches, on va discuter entre joueurs, on va essayer de prendre des infos un petit peu, on va essayer de savoir qui a fait quoi, qui est avec qui, etc. Parce que évidemment, comme dans tout jeu à identité cachée, il y aura des rôles consistant à vous retrouver dans la même pièce que machin ou truc, ou des rôles où vous allez infecter les autres joueurs, forcément pour créer de l'interaction, et on va expulser des joueurs à chaque fin de manche, donc à chaque tranche de 5 minutes, on va expulser. Donc finalement, on va se faire un ping-pong comme ça de personnages de salle en salle, en espérant arriver à faire la bonne combinaison de personnages, en tout cas par rapport au rôle que vous avez. Voilà, j'espère que je suis compréhensible, parce que oui, c'est vrai que c'est un jeu qui me semble complètement ovni. Moi, les jeux à identité cachée, j'adore ça, donc j'ai trop envie d'y jouer. Ouais, c'est un peu what the fuck. S'il y a une asso de jeux sur Bordeaux qui veut qu'on organise un truc, vous savez quoi, je m'engage à acheter la boîte pour venir jouer chez vous, parce que j'ai vraiment envie d'y jouer à super nombreux. Je pense que ça peut être super génial. Voilà, 2 rooms and boom. Drone versus goéland. J'ai adoré ton entrée en goéland. Je suis donc le drone. Ouais. Tout va bien. Je suis Data dans Star Trek. Et donc, drone versus goéland, on a fait un focus. Là, qui est sorti il y a 2-3 semaines, je ne sais plus. Peut-être un peu moins que ça, oui. C'est un jeu de Léo Blandin et Delphine Robert, illustré par Romain Lubière. C'est un jeu de Moon et Chèvre Édition. C'est un jeu qui est fabriqué en grande partie en France, mais pas les petits jetons, parce qu'il y a des petits jetons de poker. J'aime beaucoup que ce soit précisé sur la boîte, parce que ça montre l'effort, parce que fabriquer en France, l'air de rien, ça a un coût, c'est un effort, mais ça a aussi un véritable sens, une véritable valeur, mais la transparence aussi, de dire ok, on a essayé de fabriquer le plus possible de pièces, mais on va pas pu tout faire. C'est très honnête, on apprécie vraiment la transparence, et surtout c'est un super jeu à 2, voilà, tout simplement. Un jeu un petit peu dans la lignée du Shoten Totten, un petit peu dans la lignée de Bestiole en guerre. Ces jeux, on va être forcément face à face, il va y avoir des lieux à obtenir, à gagner. Ici, il va y en avoir 7, ce sont des jetons. Des jetons, il y en a 15, 14, je sais plus, dans la boîte, on va en mettre que 7 à chaque fois. Donc, l'agencement des lieux et leurs pouvoirs, parce qu'ils ont des pouvoirs, vont tout changer. Et donc, autant vous dire qu'en termes de rejouabilité, on va pas s'inquiéter. Il n'y aura vraiment pas besoin de s'inquiéter sur la rejouabilité. Il y a un gros côté jeu abstrait, puisque finalement, énormément d'informations sont sur la table. L'incertitude va venir du fait que vous ne savez pas ce que va jouer votre adversaire. Il y a un joueur qui joue les drones, l'autre les goélands. Nous avons des cartes de valeur et c'est très simple. Chaque tour, on va jouer une carte sur l'un des emplacements, claque une carte de valeur. Alors, les cartes en elles-mêmes n'ont pas spécialement de pouvoir, c'est les lieux qui vont apporter la rejouabilité, les effets, et surtout on a un espèce d'effet boule de neige, puisque en fait ces lieux vont vous permettre de gagner en cas d'égalité, de déplacer des cartes vers d'autres lieux, de rejouer, et des fois donc en déplaçant une carte vers un autre lieu, vous allez reprendre une majorité sur l'un des lieux et réactiver un pouvoir, parce qu'en fait c'est très simple, les lieux, ce sont des petits jetons de poker double face. Quand j'ai une valeur de carte plus élevée que mon adversaire, on va retourner le jeton de mon côté et on va faire l'effet. À chaque fois que le jeton se retournera d'un côté ou de l'autre, il fera l'effet. Donc on pourra activer des effets à plusieurs reprises et même faire des petits effets comme ça, rebond, ping-pong et boule de neige et Candy Crush. Voilà, pour tous les types d'effets. Candy Crush, tu connais pas Candy Crush? C'est vrai, mais si, c'est le jeu sur smartphone. Ah oui, voilà. Yes. Oui, il est plus de 23 heures. Je ne rentrerai pas plus dans les détails pour Drone versus Goéland, puisque je l'ai dit, nous avons fait un focus. En tout cas, c'est un super jeu. Sachez que le thème, il peut paraître complètement fou et inattendu. Il a un sens, il y a une petite histoire derrière tout ça. Je vous laisse la découvrir.
Lost Cities Run and Right. Run and ride. Yeah. C'est parti pour le run and ride. De 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans pour 30 minutes de jeu, c'est chez Yellow. C'est ça, mais pas vraiment, en roll and write. Et pour plus de 2. Voilà. C'était une information très utile, mais si vous vous demandiez, ça me dit quelque chose, voilà, c'est ça. C'est toujours Rainer Knizia. Toujours, voilà, merci de l'information. En gros, le but c'est de faire des incursions, des explorations dans différents lieux archéologiques de différentes couleurs. En fait, chacun a sa petite feuille avec des lignes de différentes couleurs. Chaque couleur, c'est une expédition. Il va falloir avancer le plus possible dans chacune des lignes parce que même les premières cases, tant que vous les avez pas remplies, à la fin de la partie, si vous n'avez pas dépassé un certain niveau, vous avez carrément des points malus. Donc il va falloir au moins toutes les monter à un certain niveau. Et après, vous allez essayer de maxer dans les différentes lignes pour plus vous montez dans la ligne et plus vous aurez de points, bien évidemment. Comment ça se passe? Le joueur actif va lancer les 3D ici et en même temps les 3D là-haut, donc chiffres et symboles, couleurs. Les symboles c'est pour les daltoniens, les couleurs sinon, voilà, qui correspondent aux mêmes lignes ici. Et donc le premier joueur va se prendre une paire, voilà, un chiffre et une couleur. Et il va donc commencer par tout en bas en mettant le chiffre qu'il a choisi dans la colonne de la couleur qu'il a choisie. Les autres ont le choix de se faire une paire parmi les 4 autres dés qui restent du coup. Voilà, puisqu'il a laissé 2 chiffres et 2 couleurs, les autres font un peu leur business dans leur coin aussi, et on va continuer à monter comme ça. Comment ça se passe? Après on passe les dés au prochain joueur, qui les lance, etc. Mais comment avancer dans sa colonne? En mettant toujours des chiffres, soit égaux, soit supérieurs à celui qu'on a mis avant. Donc là, le premier que j'ai mis dans le rouge, c'est le 1, ça tombe bien. Je pourrais remettre un 1 au-dessus, ou un 2, ou un 4, ou un 6, mais je peux jamais redescendre, donc faites pas des sauts de 1 à 8, parce que sinon c'est chaud patate, voilà, parce qu'en plus je crois que le maximum c'est 10, c'est le 0. Vous pouvez aussi passer, des fois vous remplissez des cases avec une petite flèche vers le haut, ça vous permet en gros de rejouer direct dans une autre colonne. Ça va faire un peu comme Tréfuté, tous ces jeux comme ça, un peu de combo de cases. Vous allez pouvoir aussi toucher des petits vases là, des fois il y a des cases qui vont vous faire grignoter, barrer des vases. Pareil, si vous les barrez pas à la fin de la partie, vous avez des malus, donc il faut essayer d'en barrer un minimum. Puis après, plus vous en barrez, plus vous aurez de points. Et comme le Lost Cities de joueurs, vous avez le 0 aussi. Vous avez le choix de le transformer en petit pari contre vous-même. Donc c'est avant d'avoir lancé une expédition, donc avant d'avoir commencé à remplir la ligne, non, la colonne. Vous cochez le cercle en dessous et ça veut dire que vos points finaux seront doublés. Vos points malus seront doublés aussi. Donc évitez de prendre un pari dans une expédition que vous ne mènerez pas à bien, parce que sinon si vous restez à moins 20 points, vous aurez donc moins 40 points. C'est ballot. Okay. Voilà. Tout comme dans Lost Cities. Alors moi je le découvre en même temps que vous, et effectivement il y a l'air d'avoir tout un tas de sensations qui sont comme dans l'original. Voilà, mélangez un peu avec du Tréfuté, parce qu'il y a ce truc de cocher des cases qui vont vous faire cocher ailleurs. Le Candy Crush. Candy Crush, voilà. Vraiment, c'est à la mode en ce moment, le Candy. C'est comme ça qu'il faut faire? Oui, tu voles bien, Antoine. Et moi, ma cape, elle vole pas. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Grignette. Par Greux Games. Grignette, Greux Games, voilà. Alors, je le mets comme ça, je sais pas ce que vous voyez. En gros, là, dans ces petites boîtes, vous avez ces tissus que soit vous pouvez poser comme ça, soit si vous êtes équipé contrairement à nous, vous mettez un petit bidule dans ce trou là, hop, et vous l'accrochez quelque part. Magnifique étendard. C'est trop beau. Il est très beau. Ça, c'est celui illustré par Olive. Et on n'a pas celui illustré par Camille Chaussy. C'est ballot, c'est mon favori parce que Camille Chaussy, mon amour, et en plus c'est bleu, donc voilà. Mais les deux sont quand même extrêmement stylés. Celui-ci, on dirait du Tim Burton. Les deux sont très beaux. Effectivement, celui-là un petit peu Tim Burtonesque me parle particulièrement, mais voilà. Les deux sont super beaux. Donc c'est trop beau. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un jeu un peu ovni. Carrément. Une sorte de cousin très éloigné du Twin It, dans le sens où ça va être un jeu de rapidité d'observation que vous allez pouvoir jouer soit en compétitif, soit en coopératif. Voilà. Jusque-là, on peut voir du Twin It. La différence, c'est que là, vous aurez une application gratuite, bien évidemment, qui est extrêmement bien faite et que j'ai téléchargée préalablement parce que j'ai bien préparé cette vidéo. Wow. On dirait pas. Donc, qui s'appelle Grignette aussi sur Google Store, tout ce que vous voulez. C'est très clair. Vous avez joué les règles. Les règles sont très très simples. Vous avez même pas besoin de lire les règles à l'intérieur. Là, vous avez 3 lignes pour le mode coopératif et 3 lignes pour le mode compétitif. Les options, on s'en fiche. Gna gna gna. Jouer
déjà, vous choisissez si vous avez le cerf de Oli ou le dragon de Camille Chaussy. Alors nous, on a le cerf. Vous pouvez même choisir une bande son. Voilà, il y a une bande son espiègle ou facétieux. Tout va bien. Espiègle ou facétieux? Espiègle. Espiègle. Et il a même depuis le bruitage. Là, on choisit soit mode compétitif, soit mode coopératif. Si on fait compétitif, on choisit notre difficulté et on choisit aussi le nombre de points gagnants qu'on veut faire. Voilà, si on a envie que la partie soit courte, on fait 3 points. Si elle est longue, on veut 6 points. Voilà, vraiment, vous modulez votre difficulté et votre temps de partie. Ou alors, si vous faites coopératif, vous donnez juste un nom d'équipe et après, c'est parti. En compétitif, chacun va mettre son prénom. Voilà. Et pourquoi? Eh bien, hop là, je vais te mettre aussi Antoine. Allez. Voilà. Hop. Et là... Ah, il faut trouver lui. Il faut trouver exactement celui-ci qui aura été généré aléatoirement, mais qui existe sur la carte. Donc avec exactement ses cornes, ce regard et cette bouche. Là, on est en compétitif, donc c'est le plus rapide à le trouver. C'est difficile parce que nous, on est en retard. Enfin, on est à l'envers. On est un peu en retard mentalement. Tout ça, ouais, aussi. C'est du Où est Charlie aussi, hein, les gars. Donc, imaginons, Antoine a dit qu'il l'avait trouvé. Ouais. Imaginons. Il appuie sur l'appli. Et soit il va voir le poster, et en fait sur le poster, il y a marqué où il est. Il est tout en bas, ça dit. Ah, il est par là. Oui, c'est lui, voilà. Et si c'est bon, c'est ok. Et en fait, on valide qui l'a mis. Donc, du coup, c'est Antoine. Ouais, je l'ai trouvé du premier coup. Je valide, c'est Antoine qui a son point. Et hop, on continue. Et après, ça nous en met des nouveaux. Quand on est en coop, c'est en... c'est génial, hein. Moi, j'adore. En coop, le but c'est de trouver le plus de grignettes en 2 minutes. Voilà. En 2 minutes, après le but ultime c'est de faire 64 points qui apparemment est le score ultime après le jeu. Voilà, c'était Grignettes. Un bel ovni. Ouais. D'accord. Et... Magie! C'est impressionnant. Et donc le jeu suivant se trouve être Clockworker, un jeu de Riccati illustré par Eustace S chez Silex Éditions. C'est un jeu de stratégie, de gestion de tableau, poste d'ouvrier, moteur de ressources avant tout, pour 2 à 4 personnes, pour des parties de, ils disent combien, 45 minutes, voilà, à partir de 12 ans. C'est un jeu qui nous raconte une petite histoire, comme souvent dans ces jeux-là. On est dans un futur très lointain. Il n'y a plus d'êtres humains, ils ont vu là, il n'y a plus d'êtres humains, il n'y a plus que des petits robots. Ça fait penser un petit peu à Wall-E quand même, mais dans une ambiance un peu Tim Burton à nouveau. Ouais. Ça me fait également penser en termes de direction artistique à Machinarium. Ça me fait plaisir que tu aies dit ça. Un magnifique jeu de point and click qui est beaucoup trop cool sur ordinateur entre autres. Découvrez-le si vous ne le connaissez pas. Et donc on joue des petits robots et ces petits robots, eh bien ils font ce que les petits robots font, ils travaillent puisque les robots adorent travailler. Et donc on va gérer des usines. Vous allez avoir des usines devant vous, usines dans lesquelles vous allez pouvoir envoyer des robots. Donc ces usines, elles ont des emplacements du haut vers le bas et vous allez choisir une usine lorsque vous faites cette action-là et mettre des robots en partant du haut vers le bas. Donc c'est vous qui choisissez le nombre de robots que vous pouvez mettre parmi ceux qui sont disponibles dans votre pool de robots. Et ultérieurement, l'une des actions disponibles, ça va être d'enlever un robot. Alors, pilote, mais ça vous demandera plus d'actions. Et à chaque fois que vous enlèverez un robot, vous allez pouvoir éventuellement déclencher une action. Et donc ces actions, vous allez un petit peu, pas les programmer, mais les préparer à l'avance, tout simplement. Et d'une carte usine sur l'autre, eh bien ce ne sont pas les mêmes actions. Donc ça pourrait être des actions qui vous permettront de répartir des robots, de remettre des robots, des actions qui vous permettent de générer des ressources, et ces ressources qui vont permettre soit de récupérer d'autres usines dans une rivière à usine, sachant que là aussi il y a une histoire de coût de réduction, comme dans la plupart des jeux où il va y avoir une rivière, les cartes les plus lointaines sont les plus difficiles à avoir, et puis les plus proches vont avoir un petit bonus quand vous allez les récupérer, mais pouvoir aussi réparer des artefacts anciens laissés par les êtres humains qui vont un petit peu améliorer les actions de base que nous possédons. Donc là, on est vraiment dans un jeu pour les amoureux de la gestion de tableau de ressources, du gestion de moteur de ressources, tout simplement. C'est donc Clockworker de Riccati, illustré par Eustace S. Look at the stars! C'est par Bombix, c'est le nouveau bébé trop beau, trop bien de chez Bombix, voilà, qui fait plein de trucs trop beaux et trop bien comme Petit Peuple, Codex Naturalis, Abyss Conspiracy ou Abyss. Entre autres. Petit Peuple, je l'ai déjà dit, Petit Peuple. Petit Peuple, je crois que tu en as déjà parlé. Oui. Qu'est-ce que c'est que Look at the Star? Eh bien, c'est le premier Flip and Write de chez Bombix. Comment tu dis? Flip and Write.
Le flip and ride. Il y a le roll and ride, il y a le Candy Crush. Oh là là, j'en peux plus. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va dessiner, cartographier la carte des étoiles. Voilà, en observant les étoiles, en créant des constellations. Chacun a sa petite ardoise comme ceci. Et on va avoir eh bien, deux objectifs comme ceci qui seront tirés au hasard. Ce sont des objectifs, par exemple, de créer une constellation de tant de lignes ou avoir entouré tant de planètes, des choses comme ça. Ça va rapporter des points de victoire, ou des fois ça vous fait des petits pouvoirs combos comme redessiner une ligne ou des choses comme ça. Les lignes, eh ben, ça va être tiré par ces petites cartes lunes qu'on va tirer au fur et à mesure des manches. On va avoir 3 tas de cartes lunes et à la fin des 3 tas, on va terminer la partie. Chaque tas est important parce que ça va marquer des sortes de fins de manches bizarres, vous allez voir. On retourne la première carte et une carte lune a toujours 2 traits. Voilà, dessinés des fois en diagonale, qui se croisent pas, qui sont loin. Vous, chacun en même temps, vous êtes obligé de dessiner ces 2 traits exactement comme ils sont ici. Vous avez le droit de pivoter, mais vous n'avez pas le droit de l'inverser en miroir. Et vous êtes obligé de respecter que voilà, là il y a un trou de 1 entre ces deux, des choses comme ça. Donc vous le dessinez où vous voulez sur votre petite ardoise. Vous n'avez juste pas le droit d'utiliser la planète, donc votre trait vous ne pouvez pas le faire partir de la planète. Voilà, planète c'est chasse gardée. La planète en gros ça va vous faire des points par ligne de constellations qui sont adjacentes à elle, donc il va falloir dessiner des trucs autour, mais vous n'avez pas le droit de vous en servir. Vous n'avez pas le droit non plus de vous servir des étoiles filantes qu'on peut trouver plus tard, mais en gros vous allez hop dessiner vos 2 traits. Moi j'ai fait ça. Hop, et on va révéler une nouvelle carte et on va essayer en gros de faire des constellations qui se touchent pour faire des grandes constellations. Mais il y a une petite nuance, c'est que à la fin de la partie, vous allez scorer les points de vos constellations dans le sens où par exemple si vous avez 2 constellations qui font 4 lignes, vous ne marquerez que 4 points. C'est ballot. Mais du coup, il va falloir faire plein de constellations qui ont que des tailles différentes. Alors essayez d'avoir une constellation de 8 parce que c'est le maximum et ça vous rapporte 8 points, mais ça sert à rien d'en avoir 2 de 8 parce que vous marquerez que 8 points une fois. Et du coup voilà, le but c'est vraiment d'essayer de faire plein de groupes de plein de tailles différentes. Vous n'avez pas le droit de redessiner des traits les uns sur les autres. Voilà. Par contre, vous avez le droit de les faire se rejoindre en un même point, par exemple. Et enfin, eh bien, vous allez avoir les... Qu'est-ce que j'allais dire déjà ? Les étoiles filantes ? Oui, les étoiles filantes. Des fois, vous avez des étoiles filantes que vous n'êtes pas obligé de dessiner d'ailleurs, qui peuvent faire, qui sont en diagonale, qui peuvent faire 1, 2 ou 3 de longueur. Mais après, vous la marquez d'une étoile au bout pour bien dire que c'est une étoile filante et vous ne pourrez pas vous servir de ce trait-là pour vous faire une future constellation. C'est nous qui choisissons la taille de l'étoile filante. Donc attention... Des fois on est gourmand, on met une grosse étoile filante géante en plein milieu et après on le regrette toute la partie. Voilà. Sinon c'est à peu près tout ce que j'ai à dire, à part que voilà, il y a des petits pouvoirs spéciaux grâce à ça. Et aussi il y en a qui vont vous faire scorer de différentes manières en fonction des planètes, etc. Il y a le soleil qui se lève aussi. Si voilà, c'était ça que je... Merci Antoine. Je t'en prie. Mon cerveau part en cacahuète. Pourquoi je disais qu'il y avait 3 tas très importants de cartes lunes ? Eh bien parce que dès qu'on a fini un premier tas, l'aube se lève et donc vous n'aurez plus le droit de dessiner sous cette ligne-là. Vous le voyez parce qu'il y a une petite flèche ici et là. Donc ici, vous ne pourrez plus dessiner de traits. Et à la fin du 2e paquet, vous ne pourrez plus dessiner dans tout ce qui est en dessous de cette 2e ligne aussi. Donc tout ça, c'est mort. Donc en gros, quand vous commencez à jouer, essayez de créer vos constellations en bas parce qu'après, vous ne pourrez plus y revenir. Voilà. Et dernière manche, du coup, vous utilisez tout ce qui est là. Voilà, merci Antoine, c'était ça que je voulais dire. Voilà, Look at the Star, du coup, c'est par, pardon, je ne l'ai pas dit, Romain Caterdian. Caterdian, je dirais. Caterdian, même, t'as vu ? En effet. Voilà, et illustré par Adrien Lecoz, de 2 à 8, à partir de 8 ans pour 20 minutes de partie. C'était Look at the Stars. T'as pas fini de faire RAW parce qu'on va avoir pas mal de jeux RAW là pour terminer la vidéo. Oui, mais commençons par celui-ci. C'est King of Monster Island, le tant attendu, toujours de Richard Garfield, toujours dans l'univers de King of Tokyo et King of New York. On va à nouveau incarner de gros monstres géants, pas beaux, des fois plutôt sympas. On dans cette boîte, il y en a des vraiment très sympas. Ils sont pas tous tout moches. Et on va par contre combattre un méga grand
ennemi géant. C'est un jeu coopératif, donc on est ensemble contre le gros boss et on est donc sur une île. Le grand méchant, il a décidé d'ouvrir un portail interdimensionnel. On sait pas trop ce que ça sous-entend, mais Ça a pas ça l'air bien. sent pas bon, vraiment pas, on va l'en empêcher. Alors, ce monstre, là, ce gros boss, il est pas venu tout seul, il est venu avec des sbires, des minions, bref, des sbires, qui sont un petit peu partout sur le plateau. Ils sont dans un sachet, donc on va les disposer forcément, ils vont nous embêter, ils vont faire des actions supplémentaires pour le grand méchant. Il va y avoir un gros volcan au centre de cette île, on va y lâcher des poignées de dés rouges du méchant qui vont se disperser. Donc, si vous avez joué à The Loop, de Maxime Rambaud et Théo Rivière, on met les dés au milieu qui vont se répartir dans les époques, enfin les dés, les petits cubes, et ben là c'est le même truc mais avec des dés en fait, pour vous donner un petit peu, donc ça va créer de l'aléatoire, puis ce gros monstre il va se déplacer vers la case la plus proche puisque l'île est découpée en cases qui contient le plus de dés, il va aller activer les dés sur place, s'il y a des sbires ça va être encore plus la catastrophe, nous à l'instar de King of Tokyo et New York, nous allons jeter des dés. On pourra relancer pour essayer de faire des combinaisons de baffes, de symboles, de valeurs, pouvoir augmenter notre fame pour aller débloquer des nouveaux pouvoirs. On pourra aussi aller recruter des alliés. On pourra fabriquer des bateaux pour se faire livrer des phases de dés supplémentaires. Il va falloir qu'on combatte les sbires pour les faire retourner dans le sachet parce que si le sachet il est vide, eh ben on a perdu la partie. Et il va falloir qu'on arrive à combattre ce grand méchant parce que s'il construit le portail en entier, eh ben on a perdu la partie. Donc, autant vous dire que comme dans tout jeu coopératif, ça va pas être facile et ça va être intéressant pour une fois de un petit peu, au lieu de se mettre des baffes les uns les autres, d'aller taper sur un gros monstre au centre de la table. Ça change totalement King of Tokyo, vraiment ça change évidemment. Entièrement, qui était the jeu où on se tape les uns les autres, et là on va taper un gros méchant tous ensemble. Avec toujours des illustrations très très cool de gros monstres par Paul Mafayon. Donc, ce jeu, c'est Happy Little Dinosaurs. C'est par Unstable Games. Si vous connaissez Unstable Unicorns, eh bien vous connaissez puisque c'est le même studio d'édition. Ils ont l'air bien décidés à faire toute une série de jeux d'ambiance avec des petites cartes faciles à prendre en main. Je sais pas pourquoi je m'adresse à toi puisque je suis en train de faire des petits. Je sais pas ce que je fais. Très bien. Ici, on va jouer des petits dinosaures mignons. Il y a des petits meeples de dinosaures trop choupis, absolument trop choupis. Là aussi, petite pensée pour Alex qui adore les petits meeples de dinosaures. On va voir chacun son petit plateau. Donc on peut avoir le petit stégo, on peut avoir comment il s'appelle celui-ci. J'en sais rien, je connais pas. Le Bronto-Lapoisse. Bronto-Lapoisse n'a pas de chance. Et donc c'est un jeu qui va nous faire réfléchir sur la vie puisque ces petits dinosaures, il va leur arriver tout un tas de trucs pas cool, mais ils gardent le sourire. C'est une leçon de philosophie. À chaque tour, il va y avoir une carte, hop là, tirée de ce paquet comme ceci. Ce sont des cartes de poisse, des cartes de trucs pas cool qui vont nous tomber sur la tronche, hop là. Ils sont en différentes couleurs qui vont être différents styles de, je vous les montre, différents styles de trucs pas de bol. Ça peut être soit des prédateurs, par exemple, vous avez recueilli un petit œuf, il est avec l'eau, et en fait à l'intérieur c'est une bestiole qui veut vous bouffer. Pas de bol. Ça peut être des petits problèmes environnementaux, comme par exemple un petit déluge. Pas de bol. Ou alors ça peut être des choses mais vraiment pas sympas de la vie, comme par exemple les petites poisses émotionnelles, les catastrophes émotionnelles. Comme le fait par exemple de se faire ghoster. Vous aviez mis votre meilleure tenue, vous êtes allé au restaurant à l'heure prévue, et le dinosaure tant aimé, tant désiré ne viendra jamais. Pas de bol. Donc voilà, tout un tas de petites catastrophes. Donc en 3 couleurs, avec les météorites, qui, nous le savons, pour les dinosaures c'est le pas de bol ultime, qui sont en 3 couleurs. Donc à chaque manche, il va y avoir une carte comme ceci qui va être mise en jeu. Admettons, on va peut-être être ghosté. Nous avons, comme ceci, une pioche de cartes, de petits objets qui vont nous aider. Alors là, les illustrations et les textes sont vraiment très très fun. Alors on peut avoir des choses comme par exemple juste une poêle ou un petit bâton stylé. Mais ça peut être des trucs un peu plus rigolos comme par exemple ce serpent grappin qui va me permettre de récupérer l'objet d'un de mes voisins. On va tous choisir un objet de notre main. 1, 2, 3, on révèle. Et cet objet, il peut avoir, il y a une illustration stupide, évidemment, une illustration rigolote, une valeur et éventuellement un pouvoir. Sachant que les grosses valeurs ont rarement des pouvoirs et celles qui ont les petites valeurs peuvent avoir un petit pouvoir pour quand même essayer de faire en sorte que vous sortiez de la situation épineuse dans laquelle vous êtes. Par défaut, la personne qui aura la plus grande valeur va progresser sur sa piste comme ceci. Et le but du jeu c'est d'arriver jusqu'à 50, c'est comme ça que vous gagnez la partie. Et par défaut, la personne qui a la plus petite valeur va se manger la catastrophe, la mettre devant soi. Si jamais vous avez les 3 couleurs de catastrophe, vous êtes éliminé. Si jamais vous avez 3 fois
la même couleur de catastrophe, vous êtes éliminé. Donc l'un des moyens de gagner, c'est que tous les autres joueurs soient éliminés, vous n'avez pas besoin d'arriver jusqu'à 50 points. Voilà en gros l'idée, à part que évidemment, vous l'avez compris, il y a tout un tas d'objets plus stupides et inattendus les uns que les autres qui vont vous permettre d'aller échanger des cartes, qui vont inverser les valeurs. Il y a des cartes que vous allez pouvoir jouer en plus de vos objets qui vont dire par exemple, eh bien lorsqu'on fait le décompte de cette manche-là, bah finalement c'est la personne la plus basse qui a la plus haute valeur et inversement. À part que vous pouvez l'anticiper et jouer des cartes pour contrer ce que les autres joueurs vont essayer de vous contrer. Donc on est vraiment dans des jeux de tiens prends ça dans ta tronche à la Unstable Unicorns, à la Munchkin ou Exploding Kittens. Évidemment chez nous vous le trouverez à ce rayon là. Il y a 2-3 petites règles en plus, notamment le dinosaure que vous choisissez en début de partie va vous faire gagner ou prendre des malus de déplacement selon les poids que vous prenez. Oui, parce que comme je vous l'ai dit, ils sont quand même philosophes, donc malgré les galères, ils arrivent quand même des fois à avancer. Et ça, c'est une belle leçon de vie. Donc voilà, c'est Happy Little Dinosaurs. On va le mettre en démo à la boutique parce que il est trop choupi, il est trop mignon, il est trop rigolo. Et parfait pour jouer en famille ou à l'apéro avec les copains. C'est trop cute. Bronto la poisse, Triceratops, Crunchyfrex. J'ai cru que j'allais me faire charger. Ok. Il s'agit de Mage Noir et ses petites boîtes d'extension. Là, à nouveau, Alex, en regardant la vidéo, se mord les doigts. Elle dit ah, j'aurais trop aimé le présenter moi-même, puisque quand vous êtes revenu de Vichy, il était un petit peu comme un dingue. Il a dit que c'était oufissime, selon l'expression consacrée. Et pourquoi donc? Ça ne m'étonne pas, puisqu'on a un petit peu les mêmes goûts. C'est du jeu de cartes, de duel, d'affrontement. J'ai entendu dire Magic, oui, c'est vrai, un petit peu, mais pas tout à fait. Alors, pourquoi Magic? Parce qu'on va créer son paquet de cartes avant de jouer. Il y a des paquets de cartes tout faits pour apprendre à jouer à l'intérieur. Parce qu'on a 20 points de vie, il faudra descendre les points de vie de l'adversaire. Nous sommes des magiciens, on va lancer des sortilèges. Si jamais je devais piocher des cartes et que je n'ai plus de cartes, j'ai perdu la partie. Ok. Voilà, ça c'est des bunkers. Il y a des trucs comme Magic. Ok. Mais. Déjà, c'est pas un jeu de cartes à collectionner. Il y a ce qu'il faut pour jouer dans la boîte, il y a des extensions, mais enfin la gamme est terminée, je veux dire, il n'y a pas de rareté des cartes, ça, première chose. Ensuite, il n'y a pas de créatures. Nous ne sommes pas des magiciens qui invoquons des créatures, comme dans la plupart des jeux d'affrontement, finalement on pose des bébêtes sur la table qui vont se battre. Non, là on va vraiment se lancer du sortilège. Alors c'est pas du pendant ta phase, je te réponds pendant ta phase, je te réponds pendant ta phase. Non, puisque alors il va y avoir des sortilèges un petit peu comme ça, mais il va aussi y avoir des sortilèges qu'on va incanter, c'est-à-dire qu'on va mettre en préparation. Et alors c'est là toute la richesse du jeu. J'espère que je vais bien vous l'expliquer, c'est dommage, Alex vous l'aurez expliqué mieux que moi. Les cartes de sortilège vont avoir des mots-clés qui sont liés à leur événement ou à leur type de lancement. Et vous allez pouvoir créer donc des combinaisons, vous allez pouvoir créer vos propres sorts en associant des mots-clés ou en renforçant des cartes grâce à d'autres mots-clés selon ce que vous êtes ou ce que vous avez joué. Donc ce que vous avez joué ou ce que vous avez joué précédemment ou ce que vous avez joué là maintenant. C'était pas clair du tout. Si, mais du coup tu joues sur plein de temps en fait, c'est ça qui est cool. Ça. En gros, ce que vous lancez maintenant va pouvoir renforcer des cartes plus tard ou dans l'immédiat, et donc vous allez avoir toute une gestion du timing et notamment du mana. Le mana n'est pas dans notre pioche parce que sinon ce serait vraiment trop magique. Ce mana, on va le préparer, on va préparer des petites pioches où les joueurs vont pouvoir aller se servir à l'intérieur. En plus, ce mana, quand vous allez l'utiliser, vous allez le mettre à disposition de votre adversaire. Donc ça peut se retourner contre vous, notamment si vous savez qu'il peut et qu'il veut préparer un sort à vous envoyer dessus qui va avoir besoin de ce type de mana, puisqu'on a du mana de différentes couleurs. Je pense qu'il y aurait plein d'autres choses à dire sur le gameplay. Moi, je l'ai découvert là tout récemment. J'ai vachement envie d'y jouer quand même. C'est magnifiquement illustré. Vraiment, les illustrations sont magnifiques. On est un peu dans la bonne période de Magic. Il y a une période où les illustrations de Magic étaient folles. Et il y a énormément d'illustrateurs qui ont bossé sur ce jeu. Ça aussi, ça crée une richesse. Le fait d'avoir beaucoup d'illustrateurs, puisque chacun des illustrateurs va porter sa patte. Et ça crée une certaine osmose, en fait, finalement, et une grande richesse en termes d'univers, parce que c'est aussi un jeu qui a son univers. Ah oui, j'allais oublier, petit truc de gameplay intéressant et qui est aussi lié à l'univers. On peut choisir de devenir mage noir dans le jeu. Il y a un moyen, grâce à des rituels, de devenir mage noir, le nom du jeu en fait, tout simplement. Quand vous devenez mage noir, ça va renforcer un certain nombre de sortilèges, donc ils vont devenir plus puissants. Mais il va y avoir forcément une contrepartie. Voilà donc Mage Noir. Je pense qu'il y a des chances qu'on vous en reparle, notamment là j'ai les extensions sous les yeux et
je peux pas vous dire précisément ce qu'elles Si, font. celle-là c'est sur l'étiquette, il y a marqué solo coop. Oui, voilà. À part dire ce qu'il y a marqué ce qui est bien déjà de savoir qu'il y a un mode solo ou coop. Ici, il y a marqué minéral et ici, il y a marqué arcane. Alors, j'imagine que ce sont de nouveaux types de sorts. Élément. Le minéral, c'est un nouvel élément. Nouvel élément. Donc, voilà. les éléments qui apportent les mots-clés que l'on va combiner pour aller créer des sortilèges. Et arcane aussi. Ah bah voilà. Voilà. Mais les deux, des éléments avec leur propre un peu mécanique. Une petite gamme qui sort d'un coup, donc avec le jeu de base et les extensions. Je tiens à le dire, c'est important aussi. Je vais pas citer tous les illustrateurs encore qui le mériteraient, mais c'est un jeu de Vincent Vimon et Constantin Dédéian qui sont à fond dans ce jeu-là, qui bossent dessus depuis des années. Il faut quand même il faut se rendre compte qu'il y a un travail de malade d'aller créer tous ces mots-clés et faire en sorte qu'ils puissent se combiner les uns les autres et que tout ça soit équilibré. Donc on est vraiment sur un super travail éditorial et de game design. Voilà, c'est ça que je veux dire avant tout, c'est Mage Noir. Assassin's Creed Brotherhood of Venice. Wow, quel accent incroyable. Alors là, vous avez le droit de m'exploser sur l'accent. C'est un jeu coopératif, c'est un gros Kickstarter qui est enfin arrivé en boutique et qui propose exactement tout ce qu'il y avait dans le Kickstarter, dans cette énorme boîte, parce que c'est un Kickstarter en une boîte, donc c'est toujours très gros. Dedans, vous allez avoir 26... je crois, ou pas, j'ai déjà oublié. 26 épisodes. Je sais plus si c'était 26. C'est marqué là. Pardon. Merci Antoine. Ouais, tu vois, j'avais une bonne mémoire. 26 épisodes de campagne. Donc vous avez un livret de campagne qu'il faut faire dans l'ordre, bien évidemment, comme un peu un jeu de rôle, qui va vous débloquer des nouveaux éléments, l'histoire qui avance. Vous allez pouvoir débloquer aussi du nouveau matos d'assassin, améliorer vos assassins, tout ça, tout ça. Donc c'est du coop parce que vous allez tous incarner des assassins de la confrérie des assassins de Venise. Vous pouvez jouer de 1 à 4, donc il y a 4 assassins maximum à jouer, et c'est entre 30 et 60 minutes une partie pour à partir de 14 ans. Bon, parce que c'est un jeu où il y a plein de choses à faire. Vous allez avoir des maps comme ça qui vont être imposées par le livret de campagne de là où vous en êtes. Voilà, faut installer les petites tuiles comme ça. Chacun c'est les magnifiques figurines, voilà, qui sont ici. Et vous allez avoir plein de choses à faire. Par exemple, tout ce qui fait Assassin's Creed, enquêter, combattre, vous infiltrer, faire des sauts de la foi. Oui, parce que c'est obligé. Et voilà, enquêter, combattre et résoudre vous allez avoir des missions dans chaque scénario en fait, et donc il va falloir les réaliser ou en tout cas essayer, bien évidemment. Si vous êtes beaucoup trop submergé par les Templiers, vous avez perdu ce scénario et il faudra refaire parce que comment ça s'appelle déjà C'est un format Legacy, c'est ça que Non, la société dans Assassin's Creed. Ah, j'ai jamais joué aux jeux vidéo, je ne sais pas. Non, vous pouvez le juger. Non, en gros, c'est pas grave. Pour ceux qui ont joué, il faut refaire la mission donnée par la grande agence. C'est pas les Templiers ? Non, parce qu'en fait, tu incarnes un gars qui est envoyé mentalement dans son corps du passé par une agence qui est de nos jours, enfin un peu du futur. Et je sais plus comment s'appelle cette agence. Bref, voilà, honte à moi aussi de plus trop m'en souvenir. C'est quand même par Ubisoft, hein, ils ont chapeauté tout ça parce que oui, c'est leur ils ont jeu. Bossé en collaboration. Voilà, avec Dice Tutorial et Triton Noir. Tout l'univers que vous allez retrouver dans le jeu est officiel et vient compléter le lore des jeux vidéo et inversement. Ouais, voilà, donc c'est très très respectueux de tout ce que vous pouvez vivre dans le jeu vidéo, mais en jeu de plateau avec des jolies figurines. Voilà, c'était Assassin's Creed Brotherhood of Venice. Nous arrivons bientôt à la fin de cette vidéo. Ça va être l'heure du derrière le comptoir, Alice. Oui. Mais ça va être l'occasion pour vous de voir le nouveau comptoir. Oh waouh! Mais c'est incroyablement magnifique! El Magnifico! Oh waouh! Wouh! 2 caisses. Ok. 2 caisses. 1, 2 caisses. Un magnifique espace, jeu de cartes à collectionner, avec beaucoup trop de vide parce que ce n'est pas encore du tout optimisé. C'est en cours, on n'a même pas fini alors que c'est jeudi soir. Mais on a tout demain encore. Enfin, aujourd'hui, quand vous regardez cette vidéo. On espère que quand vous reviendrez, ce sera fini. Oui. Bon, allez, viens, Antoine. Ah bon?
Derrière le comptoir, qu'allons-nous trouver? Derrière ce magnifique et grand comptoir, magnifiquement agencé. Ah oui, d'accord, ok, c'est parti. Merci, merci assistante. Donc, nous allons trouver Petit détective de monstres. Petit détective de monstres, c'est un jeu de rôle pour jouer en famille avec des tout petits à partir de, ils disent à partir de 3 ans, donc pour les enfants qui vont jouer, qui vont prendre les décisions. Évidemment, la personne qui va faire meneuse. Oui, qui va mener le jeu. Qui va mener le jeu. Il faudra que ce soit un adulte, oui, ils disent, et à partir de 8 ans. Waouh, du coup. Alors, je ne l'ai pas ouvert, je l'ai pris parce que la proposition me donnait trop envie. C'est génial, et tellement bien que ça nous a fait songer à nous dire, eh bien, est-ce qu'on ferait pas un coin famille au niveau famille. des jeux de rôle? Et trop bien. Voilà, ça, c'est une idée qui nous plaît quand même beaucoup. Alors, ce qui est génial, c'est qu'il vient pas tout seul, ce petit détective de monstres, puisqu'il vient avec ces petits dés qui vont bien. Il vient avec ces petits blocs-notes pour aller noter ces informations parce que nous sommes des enquêteurs et des petites cartes de mission, d'univers où on va pouvoir faire déplacer nos personnages, savoir dans quel lieu nous nous trouvons, etc. Donc une vraie petite gamme. Il y a même des cartes d'objets. Hop là. Comme trop bien. Pour les grands jeux de rôle. Wow. Nous allons également trouver, hop là, cette semaine, Trouilleville, qui là aussi nous fait nous dire, mais il serait vraiment temps de faire un coin famille pour les jeux de rôle. Ici, c'est à partir de... Ah non, j'avais cherché l'âge, mais je ne l'avais pas trouvé, je crois. C'est pour les jeunes, genre famille, en gros. Ils disent famille. 5, 6, 7 ans, bref. C'est à nouveau pour faire du jeu de rôle en famille. Ouais. Là, tout est dans le livre. Alors, il y a marqué tome 1, donc a priori, il y aura une suite. Et vous allez simplement suivre le livre page à page et vous allez vous laisser guider. On va vous expliquer comment ça fonctionne un jeu de rôle, comment vous allez créer votre feuille de personnage, etc. Trop mignon. Là aussi, il s'agit de monstres. Là aussi, il s'agit de monstres mignons un peu à la Tim Burton. Et donc, dans Trouilleville, eh bien, nous jouons à les monstres. Et on est gentils. Et donc, ça, c'est édité par Macaca qui font les BD dont vous êtes le héros. On a à la boutique, c'est une super gamme. Là aussi, c'est très très bien édité. Vraiment très belle offre qui s'agrandit pour les familles. Et moi, très sincèrement, j'ai 27 ans et grande joueuse de JDR. Je veux absolument y jouer. Ouais. Voilà. Ça donne bien envie. Ça a l'air cool. Ok. Le tant attendu est enfin ici. L'anneau unique, le jeu de rôle, la nouvelle édition par Free League, Freya Ligen, donc ils sont bossés avec Edge quand même là-dessus, et d'autres studios. Je suis en train de voir au dos que waouh, il y a du monde qui a bossé là-dessus. L'idée est de relancer une gamme Seigneur des Anneaux. L'idée est de défricher un petit peu les règles, de les moderniser afin que ça soit plus accessible, que ça soit plus fluide, que ça soit plus narratif, tout simplement, que ce soit plus moderne, tout simplement pour le dire. Et je dis beaucoup trop, tout simplement, mais voilà. Je ne sais que vous dire, c'est une version ultra moderne de l'anneau unique. Moi, qu'est-ce que c'est que ça, Alice? Que nous trouvons-nous derrière ce comptoir? Des extensions. Oh waouh. Waouh, pour la guerre de l'anneau, tu vois, on reste dans le thème anneau unique, la guerre de l'anneau, tout ça, le Seigneur des Anneaux, vous connaissez peut-être pas, je vous le conseille. Du coup, on a la première extension. Voilà, du Seigneur des Anneaux, donc c'est celle avec les elfes, quoi. Vous voyez, c'est Galadriel, et derrière il y a une carte avec Elrond. Du coup, c'est des nouvelles aventures, tout simplement, des nouveaux scénarios. Donc effectivement, ah oui, il y a même Sméagol, qu'on est content. Et vous avez aussi la petite extension, vraiment petit gadget qui fait toujours plaisir, avec des tuiles de plateau, des cartes alternatives et une règle pour ajouter au plateau de base, voilà, aux jeux de base qui vont vous faire des petites variantes de jeux intéressantes. Voilà. En parlant d'extension, on a la brigade à poil, l'extension de The Loop, le jeu par Monsieur Rivière et par Maxime Rambourg, voilà, illustré par Simon Caruso. Donc c'est la deuxième extension qui existe. Ça va rajouter principalement 2 nouveaux personnages jouables qui sont extrêmement drôles. Il y a Charouman le noir. Toujours les jeux de mots au top dans la gamme de Loop. J'adore. Charouman le noir, du coup, qui est un puissant mage chat noir. Il a un magnifique chapeau. Ouais, on dirait un chapeau d'anniversaire, mais je crois que c'est un chapeau de sorcier. Oh, c'est un chapeau de sorcier, bien évidemment. Et il y a Arsène Lupus, qui est un gentleman loup-garou. Un gentle loup-garou, voilà. Chacun avec leur mécanique, leur pouvoir et leur spécificité propre. Et sinon, vous allez avoir des nouvelles cartes artefacts. Et vous allez, Arsène Lupus,
Lupus a une nouvelle, enfin il y a une nouvelle ressource dans le jeu qui est le charbon 14 et Arsène Lupus a un lien particulier avec cette ressource-là. Voilà, donc nouvelle carte artefact, nouveau personnage et nouvelles ressources dans cette extension. Voilà, et maintenant on fait retour en stock. Retour en stock de Dice Throne, la saison 1 et non pas la saison 2, mais quelque chose me dit que elle reviendra à un moment ou à un autre. Voilà, je ne dis pas de date, je ne donne pas de date, je ne suis pas fou. En tout cas, nous avons récupéré ceci. Alors, nous espérons. Puisque apparemment il y a peut-être des cartons qui se baladent, mais si vous passez à la boutique d'ici samedi, normalement j'espère qu'on aura tout récupéré. Et si on n'a pas tout récupéré, sachez que dans les jours à venir, normalement on aura tout récupéré. Donc voilà, la saison 1, les 4 boîtes, si je dis pas de bêtises, oui c'est ça, les 4 boîtes de la saison 1 de Dice Throne sont de retour après quasiment un an d'absence. Ouais. Super jeu d'affrontement, de duel où on peut jouer à plus nombreux si on a plusieurs boîtes, plusieurs personnages à base de dés, un petit peu façon YAM que vous allez relancer pour essayer de déclencher tel ou tel effet. C'est hyper thématique, chacun des personnages a son propre fonctionnement, son propre niveau de prise de risque avec du soin, de l'empoisonnement, plein d'effets. C'est vraiment génial. Dice Throne. Il y a du Pokémon. Il y a du Pokémon. C'est ça qui est arrivé cette semaine. Ça là, c'est sûr. Ok. Ça. Alors est-ce qu'on est encore dans le champ? Je sais pas trop. Donc on va tout décaler. Voilà. Et là, les boîtes carrées là. Ah ok, mais tiens, hop. Voilà. Hop. Hop. Oh, il est mignon. Je crois que c'est bon, je l'ai. Et lui, Carapuce. Alors, Carapuce, Salamèche ou Bulbizarre? Ah, j'ai jamais su me décider. Moi, Team Tortank depuis le début. Oui, donc Carapuce. Depuis toujours, Carapuce. Depuis 96, c'est Carapuce. Moi, je sais pas. Mais ouais, mais on sait que vous allez acheter Salamèche. Togepi quoi? Je connais pas. Donc voilà, les nouveaux Pokémon Go sont arrivés, ils sont là, avec à l'intérieur des boosters Pokémon Go, et choisissez votre carte Bulbizarre, Salamèche ou Carapuce, et je fais tout tomber. Et nous avons également les boosters, oui le petit pins qui va bien, le petit pin c'est vraiment sympa, les boosters Tempête Argentée, et c'est King Cube. De novembre. Je crois De novembre. Est-ce qu'en intro, on a oublié de dire qu'il y avait un focus en fin de vidéo? Ah bah complètement, c'est un focus sur quoi? Griffonfon. Oh, trop bien. C'est bienvenue à l'auberge de Griffonfon. Bristol. Bristol. C'est un focus sur Bristol. Bristol. Voilà, on est un petit peu fatigué ce soir. Vous nous pardonnerez les petits balbutiements et petites erreurs. Mais Bristol. C'est Bristol. La peste est sur nous! Coucou! On est là pour vous présenter Bristol 1350 où nous allons échapper à la peste. En tout cas, on va essayer. C'est dans cette magnifique gamme qui est localisée par Lucky Duck Games et on espère que la suite de la gamme viendra. Ça dépendra de votre engouement pour ce jeu. Moi, personnellement, je l'ai déjà dans ma ludothèque parce que regardez, c'est un livre. C'est un livre, non! C'est un jeu! Oui, Mazette, mes amis, c'est un jeu tout ça, c'est magnifiquement édité, vous avez le petit playmat qui est ici, vous avez tout dedans, les petits chariots, les petits pions, les magnifiques dés, bref, génial cette gamme, j'ai hâte que le reste sorte. Cette gamme, c'est une gamme Dark Cities, ça va se passer donc sur des villes sombres, comme le dit le titre en anglais. Ici, on commence donc avec Bristol 1350, où nous allons incarner de pauvres airs qui essayent de quitter la ville, alors que la peste ravage Bristol, voilà. Donc nous allons chacun incarner un petit personnage là. Ma chère Alexandra, tu peux faire un magnifique plan sur tous les personnages qui sont vraiment très très beaux, qui correspondent tous à une couleur de petits pions qu'on met dans les chariots. On les met aléatoirement et c'est du semi-coopératif parce que le but c'est de faire partie du premier chariot à être sorti de la ville, mais du semi-coopératif parce que, si à un moment quelqu'un attrape la peste et qui sort avec les premiers, il fait perdre tout le chariot. Donc en gros, c'est un jeu de rôle caché, un petit peu. Au début, on est tous sains dans nos corps et dans nos âmes, mais au fur et à mesure de la partie, on va peut-être piocher des cartes symptômes qui vont nous faire attraper la peste. Voilà. Sauf que vous n'allez pas le dire, bien sûr que non, parce que sinon quelqu'un va vous virer du chariot en disant « dégage le pesteux ». Non, vous n'allez pas le dire et vous allez essayer du coup de contaminer les autres, parce que si vous êtes pestiféré, vous gagnerez si vous arrivez à contaminer tout le monde. Et oui, donc il y a cette double victoire, ça fait de la tension. Comment ça va se passer ? Chacun a été mis dans un des 3 chariots qui sont ici au hasard et le premier joueur, lui, va lancer ses magnifiques dés. Voilà, on y retrouve les mêmes couleurs que les 3 chariots, donc le blanc, le rouge et le gris, violet, marron clair. Voilà,
Oui, ça c'est le même. Voilà. On a 2 types de phases sur ces dés. Les pommes, c'est très bien, les pommes. Autant de pommes font que vous avancez d'autant de cases sur le petit chemin. Les rats, ça vous fait aussi avancer, mais ça va vous faire piocher des cartes symptômes qui ont des valeurs. Et si à un moment dans la partie, vous avez minimum 6 en additionnant toutes vos valeurs dans la main, vous êtes pestiféré. Et même si à un moment vous redescendez en dessous de 6, c'est trop tard. On ne guérit pas de la peste. C'est connu, historiquement parlant, personne ne guérit de la peste. Enfin, je crois pas. Non. Je suis pas médecin, mais il me semble que non. Donc du coup, forcément, c'est les couleurs de votre chariot qui vont avancer. Donc par exemple, ici, à ce jour, c'est le chariot marron, gris, violet, bizarre qui va avancer de 3 cases. Mais par contre, ils ont 2 rats. Et au bout de 2 rats minimum, c'est là où on va piocher des cartes symptômes. Parce que quand on en a 15, ça va. Mais 2, ça commence à puer. Les rats, c'est pas bien. Enfin, moi, j'aime bien les rats, mais bon. Donc, premier joueur, forcément, il devait lancer les dés. Maintenant, vient les actions possibles pour tous les joueurs. C'est soit relancer 2 dés, de la couleur qu'il veut, soit piocher des cartes remèdes, soit jouer des cartes remèdes. Donc les cartes remèdes, ça va être des petites cartes qui vont vous permettre de relancer des dés, en protéger certains pour que les autres ne vous relancent pas vos dés à vous qui vous font avancer votre chariot, parce que bien évidemment on n'a pas envie que vous avanciez, donc on va vous relancer vos dés. Ou alors faire les actions très drôles qui sont par exemple pousser quelqu'un de votre chariot. Voilà, vous n'avez pas envie qu'il gagne avec vous, ou alors vous soupçonnez qu'il est pestiféré, et il y a une action possible, vous dites ok toi là, toi hop, t'es jarté du wagon. Alors, on va un peu tricher, voilà, et on va dire que ce wagon était déjà, enfin ce chariot de fruits à la base était comme ça, hop, on me vire et je vais monter dans la dernière place du dernier chariot de libre. Donc ici, voilà, je me retrouve déjà à la ramasse avec les 2 autres losers. S'il n'y avait pas eu de place comme tout à l'heure, je suis laissée pour mort au milieu de la route et finito pepito, adios. Mais voilà. Vous pouvez aussi vous-même sauter d'un wagon à l'autre. Par exemple, lui, il en a marre d'être derrière, il saute. Voilà. Mais bon, après, comme vous voyez, il est au bout du chariot, donc c'est un peu risqué aussi, il peut se faire balancer. Et voilà où arrivent les cartes remèdes. Les cartes remèdes, il y en a un, c'est le plus drôle, c'est le fouet. Et en fait, le fouet, vous pouvez le jouer à n'importe quel moment de la partie. En fait, quand quelqu'un veut monter dans votre chariot, vous jouez le fouet, vous êtes dégage le pesteux, et il monte pas dans votre chariot, voilà, vous l'empêchez de monter, donc ça annule son action. Et vous allez faire ça, donc avancer, essayer de sauter de l'un à l'autre, soit pour les contaminer, soit pour quitter un chariot et arriver en premier avec les autres. Et voilà, et donc chacun fait son action, qui est donc, comme je répète, relancer des dés, piocher des cartes remèdes, jouer des cartes remèdes, ou faire les actions sauter, jeter, etc. Et après, on fait avancer les petits chariots en fonction des faces qui auront été tirées. Et là, s'il y a plus de 2 rats dans un des chariots, ou plusieurs, on va rajouter des cartes symptômes. Donc à la base, tout le monde commence avec 2 cartes symptômes, qui sont forcément inférieures à 6, et on en pioche une nouvelle, qu'on mélange avec tous les habitants du chariot, les occupants du chariot, on n'habite pas encore dans les chariots, on les mélange, et là tout le monde en retire 2, et peut-être que dans celle qu'on retire, il y en a une nouvelle qui, par exemple, a une valeur de 4, et vous aviez un 3, et 4 plus 3, ça fait 7, c'est ça? Ouais. Donc du coup, c'est muerte, vous êtes contaminé. Voilà. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire, je pense. Oui. Assistante. Je crois aussi. Un petit récap sur les fins de partie victoire pour pesteux, non pesteux. Ok, alors je récapitule, parce que je crois que j'ai déjà dit, mais c'est vrai que ça peut foutre le doute. Clarifier un peu. Voilà, le premier chariot à arriver, tout le monde va dire si il était pestiféré ou pas. S'il y avait ne serait-ce qu'un seul pesteux dans le groupe, le chariot a perdu. Et les autres chariots, il ne leur reste plus qu'un tour pour tenter de sortir. S'ils n'y arrivent pas, tout le monde a perdu, voilà, condamné, bouffé par la peste de Bristol. C'est triste, c'est tragique. Si ils arrivent quand même à sortir, pareil, s'il y a un pestiféré dedans, c'est mort. Ou alors, quand vous sortez, si tous les gens sont pesteux dans le chariot, c'est cool. Voilà, vous avez gagné en tant que pesteux, vous avez tué tout le monde, c'est génial. J'adore ce jeu, là vraiment la gamme est géniale, j'ai très hâte que le reste sorte. C'est un gros jeu de fourberie, c'est un jeu d'ambiance, un peu à la Galérapagos au final, on peut se faire des crasses, on pourrait s'allier, mais c'est compliqué d'être certain de la santé des personnes qui partagent votre chariot. Toi par exemple t'étais dans un chariot avec un gars à Vichy. Moi j'avais la peste moi. Mais ils étaient dans le même chariot les deux et ils piochaient à chaque tour des nouvelles cartes symptômes. J'étais pesteux dès le deuxième tour. Donc on s'est dit ok les deux
ils sont morts. Et donc à chaque fois ils essayaient de monter dans le chariot et moi j'étais avec Fanny qui avait tout le temps des fouets dans la main. À chaque fois je disais chut, chut, non. Et jusqu'au bout ils sont pas montés dans notre chariot et en fait on s'est rendu compte que Alex était pestiféré, mais l'autre non, le pauvre on l'a genre condamné à la mort. Mais en même temps c'était chelou, il piochait des cartes symptômes, vraiment il a eu une chance de malade pour pas être pestiféré. Mais du coup c'est vraiment une histoire qu'on se raconte et ça c'est oufissime, c'est super tendu. Souvent on est tous collés à la fin, là on est genre à une case près, les gens ils nous relancent les dés pour pas que notre chariot fasse la dernière case qui nous mène à la victoire. Enfin voilà, c'est hyper tendu, c'est trop drôle, l'univers est génial. Donc Bristol 1350, moi gros coup de cœur, ça sort très prochainement. Et je vous dis à bientôt chez Jeux des Cartes Bordeaux.